Salut à tous, bien sûr. Chez WAM, on se dit salut. Chez le Balécoyeur, on se dit salut. Alors, bonjour. Critique de Fast and Furious 9 avec spoiler. Full spoiler. Pourquoi? Parce que, à mon sens, moi je pense que ça sert littéralement à que dalle de faire des critiques de films sans spoiler. Donc là, c'est full spoil. Ce qui veut dire que si tu n'as pas encore vu le film et que tu veux la surprise pour ta séance au cinéma, tu peux te barrer et revenir plus tard, ou rester si tu t'en bats les couilles des spoilers, et si tu as déjà vu le film, tu peux rester, évidemment. En fait, c'est comme tu veux, voilà. Et je précise que je vais prendre mon temps. La vidéo va durer longtemps, j'espère, c'est le but, parce que j'ai pas envie de me précipiter et de bâcler les choses. J'ai envie de faire les choses bien, voilà. Donc je vais prendre mon temps et dire le plus de choses possible, du moins j'espère. Tout est prêt? C'est parti! Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que la saga Fast and Furious est une de mes sagas préférées, une de mes nombreuses sagas de films préférées. Et oui, j'ai toujours adoré Fast and Furious, même que j'en suis un fan hardcore. Voilà. Oui, j'ose le dire, oui, c'est possible. Je suis un fan hardcore de la saga Fast and Furious. Et oui, voilà. Donc avant d'aller voir le 9, mes préférés, c'était le 2. Bon, le 2, c'est Too Fast, Too Furious. Le 7, le 8. Maintenant, mes préférés, j'y rajoute le 9. Donc mes préférés, c'est le 2, le 7, le 8 et le 9. Oui, j'ai adoré, parce que j'ai adoré Fast and Furious 9. J'ai adoré le film, même que je le considère comme un de mes Fast and Furious préférés. Voilà. Eh oui. Et j'ai vu au cinéma les 4 derniers. Voilà. Au cinéma, j'ai vu le 7, le 8, Hobbs Show, le 9. Voilà. Eh ouais. Et ceux que j'aime le moins sont Tokyo Drift. Je fais une petite parenthèse. Tokyo Drift, il démonte sa grand-mère niveau course. Enfin, toutes les scènes de bagnole dans Tokyo Drift, ça démonte sa maman. Ça démonte sa grand-mère. Ça déboîte. Voilà. Fermeture de la parenthèse. Donc, ce qui veut dire que pour Tokyo Drift, j'aime que les scènes de bagnole. Voilà. Sinon, l'ambiance en dehors de ça, je trouve pas ça ouf, quoi. Niveau personnage et tout, je trouve pas ça ouf. Je trouve que le personnage de Sean, joué par Lucas Black, ou Lucas Black, je sais pas comment on dit, parce que en anglais, on prononce toutes les lettres. Donc en français, on dit Lucas, mais en américain et en anglais, on dit Lucas, je sais pas comment on dit, bon. Lucas Black ou Lucas Black, qui joue Sean Boswell, dans Tokyo Drift, je trouve que le personnage est pas très... pas super intéressant, pas super charismatique et tout. Il a des années-lumière de Vin Diesel et de Paul Walker. Par contre, j'aime bien Anne. Anne, il est beaucoup plus charismatique. Je sais pas. Donc pour Tokyo Drift, en dehors des scènes de bagnole, j'aime pas ouf. Voilà, j'aime pas ouf. Tokyo Drift, j'aime que les scènes de bagnole. Voilà. Sinon, le film en lui-même, je le trouve bof bof. Voilà. Le 4, qui est bof aussi. Le 4, j'aime que les scènes, des scènes par-ci par-là. Ça j'aime bien, 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 tu vois. J'aime cette scène, cette scène, cette scène, cette scène. Et sinon c'est pareil, en dehors, en globalité, le 4, pas ouf quoi. Et le 6, que j'aime pas du tout. Le 6, que je considère comme une grosse daube. Hein. Désolé pour ceux qui adorent, hein, chacun ses goûts. Le 6, pour moi, c'est une bouse. Voilà. Donc maintenant, tu as à peu près les bases. Tu as les bases sur mes préférés et ceux que j'aime le moins. Voilà. L'intro, magnifique. Et oui, parce que dans le premier Fast and Furious, le 1, qui est sorti en 2001, Dom emmène Brian dans son garage, il ouvre la porte et il lui montre la Dodge Charger de 1970 qu'il a fabriquée avec son père.
Tu sais, la Dodge Charger noire avec le moteur qui dépasse du capot. Voilà, il lui montre cette bagnole et il lui dit, j'ai construit ça avec mon père et tout. Et il explique aussi que son père, c'était un professionnel des courses de stock car et qui s'est fait tuer par un mec qui s'appelle Kenny Linder. Donc il a dépassé son père Adam. Kenny Linder a dépassé le père de Dom. Il a foncé dessus. Il a fait cracher sa bagnole. La bagnole s'est envolée, explosée, a pris feu. Et il est mort comme ça. Et ça, en fait, Dom le raconte dans le 1, il raconte ça. Et en fait, dans le 9, tout ce que dit Dom dans le 1, dans le 9, ils l'ont fait. Voilà. Il te raconte ça dans le 1, Dom, à Brian. Et dans le 9, on revient dessus. Il tourne la scène. Ça, c'est cool, ça. Ça, c'est bien fait. C'était bien fait et tout. Et l'intro, c'est dans l'intro du 9, ça se passe en 1989. Voilà. Donc moi, j'ai pensé que ça se passait 30 ans avant l'histoire principale, quoi. Oui, pourquoi 30 ans? Ben, ça se passe en 1989, cette scène. Et Fast and Furious 9, sorti en 2021, bon, il a été tourné en 2019. Le 9, il devait sortir en 2020 de base. Mais il a été repoussé à 2021 à cause du coronavirus. Il devait sortir en 2020, donc tourné en 2019. Ben, 2019, c'est 30 ans après 1989. Voilà. En gros, ce qu'on voit là, 89, ouais, mais pour le personnage, ouais, mais c'est ça, c'est cohérent, quoi, d'ailleurs, par rapport à la réalité. Ah ouais, c'est 30 ans, ça se passe 30 ans avant l'histoire principale, quoi. Voilà. Où Dom et Jacob, bon, Jacob, il est joué par John Cena, mais quand ils sont jeunes, là, justement, la mort de leur père, Dom et Jacob sont joués par des acteurs plus jeunes, des acteurs qui ont 20 ans, 22 ans, tu vois. Et c'est plutôt crédible mais c'est plutôt crédible, les acteurs sont plutôt ressemblants envers, envers Vin Diesel et John Cena. Donc c'est plutôt bien fait et tout. C'est plutôt cohérent et crédible. Et moi, franchement, la mort du père de Dom, où t'as la bagnole qui prend feu et tout, et Dom qui pleure et tout, franchement, j'avoue que moi, ça m'a touché. Ça m'a fait quelque chose. Hein, franchement, au cinéma, franchement, j'étais plutôt ému, j'étais plutôt touché, attristé même par la mort du père de Dom et de Jacob. Surtout en voyant le Dom jeune, tout en pleurs et tout, complètement dévasté. J'étais là, oh, franchement, j'avoue, au cinéma, ça m'a fait quelque chose, ça m'a plutôt touché. Ce qui est bien fait aussi, c'est que dans le premier, hein, dans le premier Fast and Furious, la scène où Dom raconte la mort de son père et tout ce qui va avec, comme je disais, forcément, Dom, il a voulu venger son père en s'attaquant au type qu'il a tué. Il le dit dans le même toujours, je tenais une grosse clé, je tenais une grosse clé, et puis je l'ai frappé, et, euh, et si je tenais m'en tenir qu'à ça, en fait, j'ai répété ce geste jusqu'à que j'ai plus la force de lever le bras. Et là, ils l'ont créé, ça aussi. Ah oui, à peu près, un peu plus tard dans le film, t'as le Dom jeune qui revoit Kenny Linder, le tueur de son père. Dom commence à l'attaquer, c'est d'abord le jeune Jacob qui commence à l'attaquer. Après, t'as Dom. Bon, Dom, il est plus vieux que Jacob. Ensuite, ouais, Dom arrive, il commence à attaquer, à provoquer le mec et tout. Kenny Linder, il lui fout une droite à Dom. Et là, Dom, il prend une clé, il démonte le mec, il lui fout un coup. Et après, il lui met plusieurs coups à la gueule, mais ça, c'est hors champ, en fait. On entend les bruits de coups, on entend schling, c'est une sorte de grosse clé dynamométrique. Il lui met un coup où on le voit, et après, la caméra se tourne, c'est hors champ, et t'entends j'pong, 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 t'entends 5-6 coups, j'ting, 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 où il démonte, il tabasse le mec à coup de clé, quoi. Et ça, dans le 1, il lisait, Dom. Comme je répète, oui, il disait, je lui ai mis un coup, et bon, je connais pas la phrase par cœur. Je lui ai mis un coup, et si jusque-là, si jusque-là, jusque-là, je voulais faire que ça, en fait, au final, j'ai répété ce geste jusqu'à ce que j'ai plus la force de lever le bras.
Et là, ça, ils l'ont créé, quoi, évidemment. C'est cool. C'est plutôt bien fait, sans déconner. Ça, c'est plutôt énorme. Voilà. En plus, c'est plutôt bien fait parce que les acteurs qui jouent Jacob et Dom jeunes, oui, comme je répète, oui, sont plutôt ressemblants, aux adultes joués par Vin Diesel et John Cena. Donc c'est plutôt respectueux et plutôt cohérent, ça c'est bien fait. Donc tout ça pour dire que moi j'ai adoré l'intro. En fait, j'ai adoré toutes les scènes, j'ai adoré l'intro déjà, et j'ai adoré toutes les scènes de flashback dans le film, parce qu'il y en a à peu près 5-6. À peu près dans le film, on va en trouver 5-6, peut-être 7 fois, on voit des flashbacks en fait, hein, avec Dom et Jacob jeune, joués par ces jeunes acteurs. C'est à peu près 20 ans, 22 ans, vu que c'est à peu près 30 ans avant l'histoire principale. Toutes les scènes de flashback et tout, qui concernent la mort de son père et tout, avec les jeunes Dom et Jacob, j'ai adoré toutes ces scènes-là. Parce que c'était bien fait et plutôt respectueux et cohérent vers le premier, quoi, Fast and Furious, suite à ce que raconte Dom. Ah oui, j'ai oublié de préciser aussi, détail que j'ai oublié de dire, c'est que dans le premier Fast and Furious, juste après que Dom ait battu Brian et les deux autres types, à la course illégale la nuit, t'as les flics la première course hein, du film, et les flics arrivent, et voilà, t'as Dom, il a une Mazda rouge, tu sais, et bon, il la garde dans un parking à hauteur, c'est un parking circulaire comme ça, un peu comme tu vois dans les Auchan, tu vois. C'était ouais, des parkings, ouais, des parkings sur plusieurs étages, tu sais, circulaires. Il garde sa Mazda comme ça. Après, il redescend à pied. Il se casse, il met sa veste rouge en cuir. Beau gosse et tout. T'as vu. Et bon, t'as un flic qui le voit en bagnole, le flic. Il dit Toretto, arrête-toi, Toretto, arrête-toi. Il se casse en courant. Il essaie d'échapper au flic. Et t'as Brian qui l'intercepte dans la rue, en bagnole, avec sa Mitsubishi verte. C'est lui demande de monter, vas-y, monte. Tu sais, il vient l'aider, quoi. Et pendant qu'il se casse, qu'il essaie d'échapper aux flics, Dom, en fait, ils font connaissance un peu plus, Brian et Dom, à ce niveau-là. Et Dom dit à Brian, je fais 3 ans de tôle à Lompoc. J'ai fait 3 ans de tôle à Lompoc. Bon, si j'y retourne, je me flingue, quoi. Il préfère mourir que retourner en tôle. Il dit, j'ai passé 3 ans de tôle à Lompoc. Voilà. Mais ça, en fait, c'est suite à l'agression, en fait, suite à l'agression de Kenny Linder. Parce que dans le 9, dans les flashbacks, c'est le dernier flashback hein, qu'on voit à ce niveau-là, ben c'est le jeune Dom qui va voir le jeune Jacob au lieu de l'accident de leur père, sur le circuit, t'as le circuit comme ça, c'est un circuit ovale, ensuite t'as une grille, enfin un grillage et tout, et après t'as l'espace, après t'as je sais pas, des tribunes où t'as les spectateurs et tout, et t'as Jacob qui est comme ça, dépité, assis, qui veut plus bouger, quoi, il est là en train de regarder le circuit, quoi, attristé et tout, suite à la mort de son père, et là t'as Dom qui va lui parler et tout, et il lui dit, tu vois, nous deux, on va devoir se battre parce qu'on est frères et tout, on va devoir se battre, on est frères, et là on entend au loin, on voit pas, c'est hors champ, mais on entend des sirènes de police arriver, voilà, en fait c'est pour arrêter Dom, quoi, voilà, voilà, c'est pour l'arrestation de Dom, ce que disait Dom dans le premier, voilà, du coup c'est parfaitement cohérent. Et ce que j'ai remarqué aussi, c'est que Jacob, il est assis comme ça. Tadom, il est accroupi à côté de lui, il lui parle et tout. Et tous les deux, hein, Jacob et Dom, jeunes toujours, sont dans la même position. Quand ils parlent et tout, ils sont dans la même position. Bon, c'est un clin d'œil, attention. Ils sont dans la même position qu'à la fin du 4. Voilà. Quand ils sont dans une sorte de désert, une sorte de tunnel dans les airs. Et mais c'est pareil, t'as Brian qui est assis contre la bagnole, parce ils ont buté un mec. Je crois qu'il s'appelle Phoenix, un black. Dom est arrivé, il lui a foncé dessus avec la bagnole. Il a écrasé
un mec contre une autre bagnole, pour le capot, quoi. Dom a percuté ce mec. Il a écrasé contre une autre bagnole. Et t'as Brian qui est assis comme ça. Et Dom, il est accroupi, il lui parle et tout. Et pareil, on voit pas sur champ aussi. Enfin, on entend les sirènes de police pour arrêter Dom. Donc ça, à mon avis, je pense que c'est un clin d'œil. Ce qu'on voit là, c'est un clin d'œil c'est un clin d'œil au 4, quoi, en fait. Ça, j'ai direct vu ça au cinéma. Ça, c'est un clin d'œil au 4, si tu remarques bien. Voilà. C'est littéralement la même scène que la fin du 4. C'est un clin d'œil au 4. Putain, j'étais là au cinéma, wow, j'ai direct tilté, quoi. Tu vois. Mais je te reparlerai de ça un peu plus tard. Je te montrerai ça plus tard. Bon, pas dans cette vidéo-là, mais et pas plus tard, j'aurai l'occasion de t'en parler, tu vois. Tu vas comprendre, tu comprendras plus tard. Enfin, ne t'inquiète pas. Donc j'ai adoré, putain, c'était génial, quoi. Franchement, putain, c'est bien fait, c'est bien trouvé, quoi. Putain, c'est bien pensé, bien fait, bien trouvé. L'histoire principale, retour dans le présent, avec Dom, petit Brian et Letty. Enfin, petit Brian, son fils Dom, c'est pas le fils qu'il a eu avec Letty, non. Il a eu avec Elena. Elena qui se fait tuer dans le 8 par Cipher, la méchante du 8, jouée par Charlize Theron. Voilà. Donc à la fin du 8, Dom, il a récupéré son enfant qui est encore bébé. Et quand ils sont à la fin, la scène finale, ils sont tous à la terrasse, à Los Angeles, ils sont tous réunis à table. T'as Dom qui te dit, je te le présente. Ok, vous tous, je vous présente Brian. Bon. C'est un hommage à Paul Walker, hein, parce que son personnage, Paul Walker, s'appelle Brian. Voilà. Donc l'enfant de Dom s'appelle Brian, mais tout le monde l'appelle Petit Brian. Et oui, Petit Brian pour pas qu'il y ait de confusion avec Brian de Paul Walker. T'as Petit Brian et t'as Brian, quoi. Et bon, Dom, Letty et Petit Brian sont à la campagne. Dom bricole un tracteur avec son fils. Ils sont tranquilles et tout. Tac. Et là, t'as Tej, Roman et Ramsey qui débarquent pour leur expliquer que Monsieur Personne est joué par Kurt Russell, qui était déjà là dans le 7 et le 8. Monsieur Personne a disparu et elle leur a laissé un message. Le message, c'est qu'ils doivent retrouver une sphère qui a été divisée en deux parties, et une clé qui permet d'activer un satellite. Donc la clé, les deux parties de la sphère et le satellite permettent d'avoir accès, de contrôler tous les appareils électriques et électroniques de la planète. Donc quelqu'un qui s'empare de ça peut littéralement foutre le bordel et détruire le monde, quoi. Voilà. Donc ils doivent récupérer ces objets-là. Ramsey et Tej étant des pros de l'informatique, ils essayent de savoir d'où vient le signal, le message, envoyé par Monsieur Personne. Et là, ils découvrent que ça vient d'Afrique. Ah tiens, ça vient d'Afrique. Donc forcément, ils y vont. Et c'est la première fois de la saga Fast and Furious que les personnages vont en Afrique. C'est la première fois qu'on voit l'Afrique. Et parce que ça, c'est une, pas une marque de fabrique, mais ouais, si, aussi, plus ou moins une habitude des derniers Fast and Furious. Le 7, le 8 et le 9. Bon, le précédent pas trop, c'est plus ouais, le 7, le 8 et le 9. C'est dans ces films, les personnages voyagent. Et oui, on les voit en avion et tout. Ils voyagent, ils vont dans d'autres pays, quoi. Puis ensuite, il arrive tout un tas de péripéties. C'est ça, Fast and Furious. Hein. Depuis le 7 et le 8 et le 9, maintenant, oui, les personnages voyagent, ils vont de pays en pays. Là, ils vont carrément en Afrique. Dans le 8, ils étaient en Russie, tu sais, avec le sous-marin nucléaire. Donc là, c'est l'Afrique. Franchement, c'est cool, c'est des paysans, évidemment. Oh putain, c'est Jacob. Là,
Et une fois arrivé en Afrique, je sais pas si c'est un cliché du cinéma, je crois que c'en est un. Je sais pas si on peut appeler ça comme ça, un cliché du cinéma, où donc pendant une fusillade, t'as les méchants qui tirent sur les gentils, mais les méchants à chaque fois ratent les gentils. Un seul coup, les méchants ratent les gentils à chaque fois. Les gentils ne se prennent pas une seule balle. Et les gentils, eux, ils arrivent, ils tuent les méchants comme ça. Tac, 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 tac. Ouais. Je crois que c'est un cliché du cinéma, hein. Côté un petit peu ridicule comme ça. Parce que t'as Roman qui est poursuivi par des types, par des mecs. Ils sont une dizaine presque, à peu près. Pas moins, je sais pas. Ouais, peut-être 8 9 mecs, ou une dizaine, je sais plus, qui poursuivent Roman et les mecs ont des armes, ils commencent à lui tirer dessus. Il le rate. Lui, il ne se prend pas une seule balle. Et lui, il prend une mitraillette, parce qu'il est sur une sorte de plateforme comme ça. T'as, là, t'as un petit escalier. Donc Roman monte par là, ensuite t'as la plateforme. Là. Et Roman saute de la plateforme pour atterrir un peu plus bas, 4 ou 5 mètres en bas. Et il atterrit sur un mec, il atterrit sur un type, et comme par hasard, il y a une mitraillette à côté. Bon, c'était la mitraillette du mec, mais comme par hasard, quoi. Sachant qu'avant, il avait plus d'armes, il avait 2 flingues, il ne les a plus, enfin, il n'a plus de munitions, donc il les a jetées. Et là, comme par hasard, il tombe sur une mitraillette. Et il tue les mecs, quoi. T'as un plan aérien comme ça, il se retourne, il défonce le mec. Donc ouais, le mec, Roman, il est poursuivi par une dizaine de mecs, il se fait pas toucher, il est tout seul, il défonce tous les mecs. D'accord, bon, c'est un peu un cliché du cinéma, je crois, comme je répète. C'est un petit peu ridicule quand même, hein. C'est un petit peu ridicule. Ils essayent tous justement de récupérer la sphère, l'orbe, qui est dans une carcasse d'avion, elle est protégée dans une caisse en ferraille, sous une trappe d'une carcasse d'avion. Ils la prennent, ils se cassent. C'était les militaires, les soldats, en fait, c'est l'armée de Jacob, jouée par John Cena, et qui essayent eux aussi de récupérer la sphère. Et là, bon, t'as une course-poursuite et tout. Bon. T'as Letty qui est en moto, hein, qui est poursuivi par des types et tout. Il arrive plus ou moins à les semer. Puis elle monte dans la bagnole de Dom. Et putain, là, ils se retournent tous les deux. Oh putain, en fait, ils voient Jacob. T'as l'orbe la sphère qui roule comme ça. Et t'as la Jacob, comme c'est un plan qu'on voit je crois que dans la bande-annonce. Jacob ouvre la porte, il ramasse la sphère. Et là, Dom, il est choqué de qui il voit, quoi. Ah oui, Jacob, qu'il n'a pas vu depuis, justement, 30 ans, quoi. Et ils sont là. Oh putain, merde. Ils se regardent dans les yeux sans bouger pendant 3 4 secondes. Plan ralenti comme ça. Oh putain. Et après Jacob, pardon, se casse. La Teletti, il est là. Il lui dit je suis pas folle, c'était bien lui. C'était bien Jacob. Elle dit à Dom. Putain. Truc de ouf. Franchement, c'est cohérent ce que je disais. Enfin, c'est 89 l'intro. Avec la jeunesse de Dom et de Jacob, avec la mort de leur père, c'est 89. Mais ouais, c'est ça, ouais. C'est environ 30 ans avant. C'est 30 ans avant le présent, quoi. Ouais, c'est ça. Parce qu'ils ont à peu près, je sais pas, 20 ans ou 22 ans, à peu près, les acteurs qui jouent Dom et Jacob Jeune, ils ont à peu près, ouais, 20 30 ans, ouais, c'est ça. Non, 20 ans, pourtant 20 ans, pourquoi j'ai 30 ans? 20 ans. Et c'est 30 ans après, donc ouais. Faut que Vin Diesel, il a 54 ans. Ouais, c'est ça. Après, dans Fast and Furious, ils ont jamais dit, ça n'a jamais été mentionné, hein, l'âge des personnages, ouais. Dans tous les films Fast and Furious, ils ont jamais mentionné l'âge des personnages. Donc en fait, on sait pas vraiment quel âge il a, Toretto, mais le 30 ans d'écart, là, le 30 ans avant, ah ben c'est ça, hein. Ouais. 89, on va dire 2019, ouais. Sans, même si le film se passe en 2021, comme en vrai, quoi. Ça ferait 32 ans, donc c'est ça, hein. Donc Dom et Jacob se sont pas vus depuis une trentaine d'années, quoi. Donc ils se regardent dans les yeux, t'as un plan au ralenti comme ça, c'est au ralenti, pendant quelques secondes, ils se regardent dans les yeux. Oh putain,
putain, c'est lui. Merde. Putain, ils sont choqués, ils sont là. Oh. Après, t'as la course-poursuite d'hommes qui essaie de rattraper Jacob. Jacob qui saute dans le vide avec sa bagnole, et là, il est rattrapé par l'avion aimant de Cipher. Ça, on le voit dans le bande-annonce. De toute façon, c'est une critique avec spoil, mais putain, c'est dingue. Énorme. Enormous. Après, t'as le bon, Jacob qui est récupéré par l'avion aimant de Cipher, l'avion aimant qui récupère la bagnole. Et Dom, lui, pour le pont est la moitié défoncé. T'as Dom, lui, mais qui arrive à accrocher un crochet, qui arrive à accrocher un crochet du, un câble par la roue, par l'essieu de la bagnole. Et la bagnole, elle fait Tarzan, quoi, tu vois. Elle fait Tarzan, elle s'écrase contre une montagne, elle fait 5-6 tonneaux, et tu vois, Dom et Letty sont pas morts, quoi. Ouais. Ils ne sont pas morts. Forcément, la bagnole, elle est défoncée. Ils sont sur une montagne. Dans une bagnole, la bagnole défoncée, eux ne sont pas morts, aucune égratignure. Et vu que la bagnole elle est défoncée, bah, comment ils font pour sortir de là? Medom contacte un flic qui était un collègue de Brian dans Fast and Furious 4. C'est Stasiak. Stasiak, c'est un flic qu'on voit dans le 4, qui est un collègue de Brian, joué par Paul Walker. Et on le revoit dans le 6, ce mec. Il était là dans le 4, et on le revoit dans le 6, et maintenant on le voit dans le 9. Et ils sont sur la montagne, la bagnole à moitié défoncée qui est plein d'état de rouler. Donc on voit pas quand Dom contacte le type, mais on voit qu'ils sont les plans suivants, ils sont ou un peu après, ils sont dans l'avion. Dans l'avion de ce mec, quoi. C'est un collègue de Brian. Je répète, dans Fast and Furious 4, et après on le voit dans le 6. Donc ça, c'est du fanservice. Ouais. Cet acteur et ce personnage, c'est du fanservice. Mais, il y a eu un changement de VF. Dans le 4 et le 6, l'acteur qui joue Stasiak est doublé par Bruno Choel. Bruno Choel, c'est la voix française de Mark Wahlberg, Johnny Depp, Ewan McGregor. T'as qu'à regarder sur Wikipédia, tu tapes Bruno Choel. Tu verras qui c'est. C'est la VF de Mark Wahlberg, Johnny Depp, Ewan McGregor. Donc il double l'acteur qui joue Stasiak dans Fast and Furious 4 et 6. Et là, dans le 9, c'est une autre VF. Je sais pas qui c'est. J'ai directement reconnu j'ai directement remarqué que c'était pas Bruno Choel. Dommage. Ah oui, ils ont fait ça en fanservice. Ouais, ils te mettent un mec qui est là dans le 4 et le 6, mais ils changent la VF. C'est un peu dommage, quoi. Bruno Choel. Tu verras sur Wikipédia, il y a de quoi scroller. Là où j'étais un petit peu déçu, bon, j'ai adoré le film, hein, comme je disais avant, mais c'est pas parce que tu adores le film que tu le trouves parfait, évidemment. C'est pas parce que tu adores un film qu'il est parfait ou que c'est un chef-d'œuvre, évidemment. Évidemment, c'est pas le cas. C'est juste que, évidemment, j'ai adoré le film, mais évidemment, il y a des choses qui peuvent décevoir. Ce qui m'a déçu, là, c'est que, mais déjà, Cipher, joué par Charlize Theron, la méchante du 8, et Monsieur Personne, joué par Kurt Russell, on les voit très peu, putain, sans déconner. On les voit très peu. Surtout Monsieur Personne. En fait, on le voit sans le voir. Dans le sens où, en fait, on le voit, mais c'est que des flashbacks, en fait. C'est que des flashbacks racontés par Anne. Oui, parce qu'Anne revient. Et il connaissait Monsieur Personne. En fait, à peu près à peu près vers 3 quarts du film. Quand Anne retrouve, elle retrouve tous les personnages, il est dit, Monsieur Personne a fait ci, Monsieur Personne a fait ça. En fait, c'est que des flashbacks, quoi. En fait, Monsieur Personne, on le voit pas interagir, on le voit très peu, on le voit, je sais pas, le flashback, on doit le voir, je sais pas moi, 4 fois, je sais pas, 4 fois 30 secondes, quoi. 4 fois 20 secondes, c'est très peu.
On doit le voir 3 minutes dans le film, pourquoi? On doit le voir 4 ou 5 fois, non pas, 4 fois 25 secondes. 1 minute 10, il y a tout cassé. Tu vois, donc c'est très décevant. Moi, je pensais vraiment qu'il avait un rôle, qu'il était là, quoi, tu vois, comme dans le 8, dans le 7 et le 8. Dans le 7 et le 8, contre Cell, il y a tout le film. Après, dans le 7, bon, il apparaît pas dès le début. Dans le 7, il apparaît après faire 40 minutes de film. Après, enfin, il est une bonne partie du film. Il est, je sais pas, 3 quarts d'heure, je sais pas, 1 heure, sur 2 heures. Donc, en termes de temps, dans le 7, c'est conséquent. Dans le 8, on voit tout le film, quoi. Et là, dans le 9, on le voit très peu. Très très peu. C'est que plusieurs caméos, en fait, qui fait. C'est que plusieurs caméos. Ah ouais, je répète, on le voit, je sais pas, 4 ou 5 fois à 30 secondes. On doit le voir. Après, peut-être un flashback aussi, une scène où on doit le voir peut-être 1 minute. Donc en fait, on doit le voir 2 minutes, tu vois. Alors que je disais, pas dans le 8, il y a tout le film, quoi. Il a un rôle important, il y a tout le film. Là, du coup, tu vois, c'est décevant. Et pour s'y faire, c'est pareil. Elle est très, très secondaire, alors que c'est la méchante du 8. Elle est très, très, très secondaire, ce qui est dommage. Et en plus, il me semble qu'elle a pas une seule scène avec Toretto, tu vois. Donc c'est ouais, le très peu temps de présence de Monsieur Personne, de Cipher, c'est décevant, quoi. Moi, je vais donner un truc un peu plus solide, tu vois, comme le 8. Un autre élément aussi qui m'a déçu, c'est la musique. Pourquoi? Je m'explique. Dans les films Fast and Furious, un des points positifs, une des forces, une des marques de fabrique de la saga Fast and Furious, c'est la musique. C'est la bande originale, c'est la musique. Dans les Fast and Furious, de base, t'as des putains de musique. T'as de la musique, putain, t'as des putains de musique dans les films. Des musiques qui déboîtent, qui démontent, qui te restent même en tête, qui sont mémorables et tout. Dans tous. À mon sens, ça j'entends. Et là, la musique, la bande originale, j'en ai pas eu. Moi, j'ai pas trouvé la musique. Honnêtement, je ne me rappelle d'aucune musique du film. Alors que je disais oui, je me rappelle de quasiment toutes les musiques des précédents Fast and Furious, tu vois. C'est une des marques de fabrique, un des points positifs. Là, j'ai pas vraiment de musique mémorable, transcendante. Tu vois, c'est dommage, il y en a pas, quoi, quasiment. Quasiment aucune musique. Ce qui est dommage. Ce qui est fort, fort dommage. Un autre truc aussi qui m'a déçu, qui est décevant, c'est c'est le personnage de Lucas Black ou Lucas Black, je sais pas comment on dit, c'est comme je disais précédemment, qui joue Sean Boswell, le personnage principal de Tokyo Drift, qui fait aussi un caméo, une courte apparition dans le 7. Là, il est là, tu vois, ok, mais il est différent, tu vois, autant physiquement que dans le comportement. Il est différent. Ah oui, là, déjà, il est barbu, alors que dans Tokyo Drift et le 7, bon, il n'est pas de barbe. Là, il est barbu. Bon, il n'a pas une barbe de bûcheron non plus, hein, mais une petite barbe légère quand même, enfin plus que légère, une bonne barbe un peu, tu vois. Déjà, voilà. Et en plus, surtout, il est amaigri. Il est beaucoup plus maigre et plus fin que dans Tokyo Drift dans le 7. C'est un peu bizarre. Enfin, il n'est pas pareil physiquement que dans Tokyo Drift et le 7. Mais ouais, aussi son comportement, enfin comment il est, c'est différent. Je sais pas, j'ai pas l'impression qu'il joue le même. Enfin, c'est comme s'il jouait, c'est comme s'il jouait un autre personnage, quoi. Enfin, il est complètement différent, autant physiquement que dans le comportement, dans le sens où dans le Tokyo Drift et le 7, tu vois, il est pas froid, mais il est très, ouais, il est normal, quoi. Il est pas froid, mais plutôt normal, quoi. Alors que là, il est marrant, tu vois, dans le 9. Il a une sorte de petit ordinateur. Il le tient avec une sorte de lanière autour du cou, comme ça. Il a une lanière pour tenir son ordinateur. Et c'est lui qui a modifié qui a fabriqué et rajouté le moteur fusée sur la Pontiac Fiero, qui permettront plus tard à,
Roman et Atej d'aller dans l'espace. Voilà, c'est lui qui a fabriqué ça avec le garagiste. Je sais plus comment il s'appelle. Lui, apparemment, il était aussi dans Tokyo Drift. Mais lui, je me rappelle pas de ce mec-là dans Tokyo Drift, en fait, le garagiste. Du coup, Anne, il est complètement différent. Il a maigri. Il est beaucoup plus maigre, beaucoup plus sec que dans Tokyo Drift. Il a de la barbe. Et il est marrant. Enfin, il est très, tout le temps en train tout le temps, il est très speed. Il est très speed. Il est très souriant. Tout le temps en train de, pas de déconner, mais très, ouais, il est très speed et très, tac, tac, tac. Il est un peu, tu vois, tac, tac. Il est un peu, tu vois, il est un peu comme ça, tac, tac, très speed. Il est très souriant, gracieux, tu vois, tout content. Tout, tu vois, tout speed, tac, 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 tac. Non, c'est pas le même personnage que dans Tokyo Drift, bordel de merde. Non, c'est décevant, putain. C'est pour faire ça, c'est pour faire autant de différences comme ça, avec Tokyo Drift. C'est pour prendre le même acteur, mais qui sont complètement différents. Non, autant changer l'acteur, autant changer l'acteur et mettre un autre personnage à la place. C'est pour faire ça. Putain, c'est décevant, bordel. C'est décevant, non? En plus, comment il est introduit, comment c'est branlé. Il arrive, POC! Tu vois ce mec? Alors que tu aurais pu faire les choses, tu aurais pu, je sais pas, moi, ils auraient pu, je sais pas, Dom aurait pu aller à Tokyo, pour aller le chercher, le voir à Tokyo, le ramener ici, faire un truc comme ça, je sais pas, ou lui le voir arriver, non, là, il est déjà là. Et comment c'est branlé, comment son personnage est traité et introduit, c'est, ouais, non, c'est décevant. Une chose encore qui est décevante, même exagérée, les deux, c'est que Dom, joué par Vin Diesel, toujours, le mec, il a une force surhumaine, littéralement. Mais ça, c'est déjà ça déjà le cas depuis le 7, où il soulève après vers le milieu du 7, quand ils arrivent en Arabie, à Abu Dhabi, dans la grande tour du prince. Dom soulève par devant, enfin, il lève la bagnole, la Lycan Hypersport rouge. Le mec, il arrive, il lève la bagnole. Bon, ça, c'est ridicule. Dans le 8, l'engin militaire, je sais pas si tu as remarqué, mais dans le 8, Dom le trimballe comme ça tout seul. Avec les deux bras, il le soulève tout seul. Il n'a pas l'air de forcer, de trouver ça lourd, il le prend et puis il se casse. L'appareil électronique, là, dans le 8, il le prend tout seul avec les deux bras, tout seul. Alors que, au début, alors que vers le milieu du film, t'as Jason Statham et Dwayne Johnson qui le portent tous les deux et qu'ils en chient. Tu vois ce que je veux dire dans le 8? T'as Luke Hobbs qui est joué par Dwayne Johnson. Il veut déplacer le bordel. Il trouve ça lourd. Encore lui, il trouve ça lourd. Qui demande à Statham, enfin des cartes chaudes de l'aider, et tous les deux ils en chient. À quatre bras, ils en chient pour déplacer le bordel militaire, tu vois. Alors que Toretto, il prend tout seul, tu vois. Alors que Dominique Toretto et Luke Hobbs, enfin, ils ont tous les deux une force surhumaine. Dans, dans 7 et 8, c'est un peu ridicule. Ça devient limite des films de science-fiction, quoi. Bon, à ce niveau-là, j'entends. Et là, dans le 9, à peu près vers les trois quarts du film, t'as Dom qui est sur une plateforme, et là, bon, maintenu par des chaînes. Bon, pas toute la plateforme, mais t'as certaines parties de la plateforme qui sont maintenues par des chaînes attachées à du béton au plus haut. Et t'as Dom qui se fait attaquer par les mecs, c'est les hommes de Jacob, qui commencent à l'attaquer. Au début, deux, trois mecs, bon, ça va. Après, ils sont une quinzaine, ils les défoncent tous. Ils défoncent une quinzaine de mecs, il y en a même qui se font pendre. Il y en a même qui jettent, qui se font pendre par les chaînes. T'as trois ou quatre mecs qui sont pendus, étranglés, pendus par les chaînes. C'est un plan aussi qu'on voit dans le bande-annonce, il est comme ça, tu vois, il repousse les mecs, tout seul, il repousse une quinzaine de mecs, avec les bras comme ça, tac, tac, tac. Donc déjà, ça c'est surhumain, parce que tout seul, il peut pas repousser 15 mecs, déjà. Et aussi les chaînes, il les tire, tu vois. Il les tire comme ça, à la fin de la scène de baston,
Il prend les chaînes, il les tire et il les défonce, il les décèle du béton. Il fait ça, tu vois le plan, bah, t'as la caméra qui recule et tu vois les chaînes se sortir du béton, quoi. D'accord. Mais non, mais c'est comme dans le 7, sur le fight, sur le parking. euh, Jason, j'allais dire Dwayne Johnson, non. Jason Statham et Vin Diesel qui se fight à la fin du 7 au parking. Là, t'as Vin Diesel qui. T'as des mecs là, qui tirent des roquettes. C'est. Comment il s'appelle? Moji Jakanté, joué par. Oh putain, je sais plus comment il s'appelle l'acteur. Je sais plus comment il s'appelle. Un black là, connu, je sais plus comment il s'appelle. Qui joue Moji Jakanté. Avec son avion, il tire des roquettes à côté de Toretto et de Nekarcho. T'as la voiture qui pète et tout. Là, ça fait claquer le sol, quoi. Ça fait un tremblement de terre, quoi. Et là, t'as Toretto, tac, qui font un coup avec le pied, il aide à casser le béton, quoi. Putain, c'est ridicule, ça. Mais non, mais pourquoi? Et là, il tire sur les chaînes, ça défonce, ça les arrache du béton, quoi. Béton plus haut. Mais non, mais c'est ridicule, bordel de merde. C'est ridicule. Dominique Toretto a une force surhumaine, et il est littéralement indestructible. Et ça, c'est le cas depuis le 6. Ça, c'est depuis le, oh, depuis le 6 qu'il a une force surhumaine. Mais depuis, non, c'est depuis à peu près non, c'est depuis le 6 qu'il est indestructible, et depuis le 4 qu'il a une force surhumaine. Mais pourquoi? Oh, ça va trop dans la surenchère. Pourquoi? Non. Donc c'est limite un film de science-fiction, quoi. Les mecs sont complètement surhumains, complètement. Oh, non, désolé, non. J'ai oublié de dire, de préciser, enfin, tu le sais déjà, hein, que le délire des producteurs et des scénaristes de la saga Fast and Furious, leur but c'est de faire plus fort et plus barré, plus impressionnant, plus spectaculaire, plus what the fuck même que le film précédent à chaque fois. Voilà. De faire plus grand, plus ouf que le film précédent à chaque fois. Mais jusqu'où vont-ils aller? Parce que là, c'est limite un film de science-fiction. Tu vois ce que je veux dire? Dans le 8, on avait le sous-marin nucléaire en Russie. Là, on a Roman et Tej qui vont dans l'espace avec la voiture fusée, la Pontiac Fiero, modifiée et transformée par Anne, non pas par Anne, pardon, par, oh putain, je sais plus comment ça s'appelle, oh putain, par Sean, le garagiste, qui vont dans l'espace avec la voiture fusée. Bon, parce qu'en fait, ça, cette scène dans l'espace, ça, c'est une réponse aux fans. Parce que oui, les fans de Fast and Furious, mais il y en a plein qui se disent mais jusqu'où vont-ils aller? Ah oui, t'avais le sous-marin dans le 8, les fans se sont dit jusqu'où vont-ils aller? Un jour ils vont aller dans l'espace, c'est pas possible. Il y en a plein de gens qui disent ça pour déconner. Ah, t'imagines, pour un jour, Fast and Furious, c'est tellement dans le délire, tu vois. C'est tellement what the fuck et tout, le mec, ils vont aller dans l'espace, s'il te plaît. C'est tellement n'importe quoi. Euh, et là, ils l'ont fait. C'est pour faire plaisir aux fans qui attendaient ça. Parce que de base, c'était une blague. Là, ils l'ont fait. Putain, c'est dingue. La scène dans l'espace, franchement, c'est bien fait, sans déconner. On voit Roman et Tej dans la bagnole, dans la Pontiac Fiero. Et puis au loin, tu vois la Terre, parce qu'ils s'éloignent de la Terre. Après, ils vont dans l'espace, ils ne vont pas non plus hyper loin. Hein, ils sont pas très loin de la Terre. Ils vont pas non plus sur une autre planète, quand même pas, évidemment. C'était plutôt bien fait par les effets spéciaux. Ils sont dans la bagnole et on voit la Terre au loin, évidemment, c'est fait sur fond vert. Franchement, c'était super bien fait. Ça. C'était pas mal.
Mais moi, quand j'ai su qu'ils allaient dans l'espace, parce que ça, je l'ai su il y a longtemps, en lisant un article qui a été officialisé, un article qui a officialisé ça, qui disait que certains personnages vont aller dans l'espace. Moi, je pensais que c'était Toretto qui allait dans l'espace, Toretto et Letty, tu vois, les personnages principaux, non? T'as des mecs qui vont dans l'espace, c'est même pas les personnages principaux, quoi. C'est un petit peu, c'est pas dommage, mais c'est, ouais, un peu, quoi, un peu dommage. Franchement, j'aurais préféré, je suis pas en train de me plaindre, hein. J'aurais préféré que ce soit, je sais pas, enfin, j'aurais aimé aussi que ce soit, je sais pas, Toretto. Imagine, t'as Toretto et Letty qui vont dans l'espace aussi. Ça serait dingue. Le fait qu'on ait, là, le fait qu'on ait jamais entendu parler de Jacob, le personnage de John Cena, alors que Toretto le dit depuis le début. La famille c'est important, la famille c'est important, la famille c'est important depuis le début. La famille c'est sacré et tout. Le mec a oublié de dire qu'il avait un frère, quoi, dans l'histoire. C'est parce qu'en vrai, hein, le personnage de Jacob n'existait pas. Non, en vrai, il a été rajouté là, dans le neuf. Tu vois ce que je veux dire? Mais le fait qu'on n'ait jamais entendu parler de Jacob, comment il justifie ça? C'est un peu ridicule. C'est dans les flashbacks avec Toretto et enfin avec Dominique et Jacob jeune, qui font une course. T'as Toretto qui lui dit bon, tu perds, tu te casses. Tu fais une course contre moi, parce il en veut à la suite de la mort de son père. Il lui dit parce qu'il a touché il a tripoté un peu le moteur, donc il dit que il décrète que c'est lui qui l'a tué. Enfin, c'est un peu compliqué tout ce bordel. Et bon, Toretto il arrive, il provoque son frère en duel à la course. Il lui dit bon tu perds, tu cours contre moi, tu perds, tu te casses et tu reviens jamais de ta vie. Forcément, Jacob perd, on ne le revoit plus. Donc c'est comme ça qu'il justifie que dans les 9 précédents films, bon, il y a Ozell Show, il compte pas vraiment, du 1 au 8, quoi, en fait. On n'a jamais entendu parler de lui, quoi. Parce que le mec s'était cassé. C'est comment Dom a éloigné Jacob de sa famille. C'est un peu ridicule. Pas très crédible. C'est un petit peu ridicule. En plus, c'est aussi la scène là, je crois que c'est aussi un clin d'œil au 4. Où vers le milieu du film, le 4, t'as Dom qui fait la course contre Brian et deux autres mecs. T'as T'as Brian dans sa Nissan, GTR bleue. En plus, c'est la même que dans Too Fast to Furious. Le modèle, mais c'est pas la même couleur. Elle est toute bleue. Il met le nitro, il dépasse Dom, et Dom, il se dit, il est comme ça, il se dit, c'est trop tôt. Il met le nitro à son tour, crac, il le double. Là, il fait pareil dans cette scène-là. Ils sont jeunes. C'est un clin d'œil au 4, quoi. C'est pareil, il se dit pareil. T'as Jacob qui fout le nitro, qui dépasse Dom. Dom, il est là. Il dit, c'est trop tôt, ça. Il fout le nitro à son tour. Et il le dépasse. Voilà, c'est un clin d'œil au 4. J'ai directement tilté quand j'ai vu ça au cinéma. J'ai directement tilté. Oh putain, ça c'est un clin d'œil au 4. Donc c'est sympa. Mais c'est complètement. Ouais, c'est un peu. Ouais, c'est complètement ridicule. Quoi. Pourquoi on n'a jamais entendu parler de Jacob? Parce que Dom l'a éloigné de sa famille. C'est aussi un cliché, ça aussi, du cinéma. Tu perds, tu te casses. Quoi. Tu perds contre moi, on fait l'affrontement dans n'importe quel domaine. Pas forcément les courses de bagnole, mais dans n'importe quel domaine. C'est quand t'as deux ennemis comme ça. T'as le méchant qui propose au gentil un duel. Ok, mais tu quittes la ville, tu perds, tu te casses, quoi, tu reviens plus. C'est un autre cliché du cinéma. Une facilité scénaristique complètement ridicule, à peu près vers le milieu du film. Bon, ils sont à Londres. Tout le monde cherche Jacob. Et là,
T'as Tej et Roman, sont tous les deux, ils sont toujours collés ensemble, Tej et Roman. Ludacris, c'est Tyrese Gibson, qui cherche Jacob, cherche un peu partout comme ça à Londres, dehors. Et, euh, et là, t'as Roman, il dit à Tej, regarde ces mecs. Et puis il devine que c'est eux, quoi. Il devine que ces deux mecs sont, il devine que ces deux mecs sont des méchants, des agents de Jacob. Mais comment? Mais pourquoi? Il dit, regarde ces mecs. Mais pourquoi? Qu'est-ce qu'ils ont de base? Qu'est-ce qu'ils ont de louche et de spécial? De spéciaux, de spécial? Rien. C'est des types habillés en, je crois, en tenue, en uniforme jaune et bleu. Le Roman, il voit deux mecs. Il regarde ces types. Mais, mais, mais pourquoi? Et après, il commence à les suivre. Roman et Tej suivent ces mecs, il commence à les agresser. Et puis, il y a une baston dans le camion. Mais, mais pourquoi? Avec ils sont dans une... Putain. Ah! Pourquoi? Ouais. Puis ils se fight dans le camion et t'as des gros aimants, là. Qui sert le film. Mais c'est quoi cette facilité scénaristique, sans déconner? En plus, le fait qu'ils ont... comment ils ont réussi... c'est n'importe quoi. Comment ils ont réussi à intégrer ces gros aimants dans le camion? Comment ils ont réussi à les intégrer, enfin les miniaturiser, je sais pas, sur les voitures? En 2 secondes, on voit même pas en plus. On voit les gros bordels, les gros aimants. Et après, ben, à la fin, enfin, bien plus tard dans le film, t'as Letty et Dom, Letty, Dom et Jacob, qui ont un système d'aimant. Ils tournent une sorte de molette, puis ils peuvent rapprocher, éloigner des bagnoles de leur bagnole dans laquelle ils sont. Ils appuient, tac, hop, hop. Ça, c'est des plans qu'on voit dans les scènes qu'on voit dans la bande-annonce. Ils rapprochent, ils éloignent des bagnoles. En fait, ils ont réussi à intégrer ça dans leur bagnole. On sait pas comment ni pourquoi. Enfin, on sait pas comment. C'est pas expliqué. C'est tac. On voit les gros aimants dans le camion, dans lequel Roman et Tej se fight avec les deux mecs. Et là, ils ont ça dans leur bagnole. Et je répète, c'est une sorte de, pas de molette, mais ouais, une sorte de, ouais, un, un truc qui tourne un peu comme un bouton qui tourne un peu comme les chénifies, quoi. Tu vois, t'as un bouton circulaire à tourner pour baisser, pour un truc de volume, on dit un peu, sur les chénifies, tu vois. Mais ça sert à tirer les bagnoles, les éloigner dans la propre bagnole. Ça te fait un carnage, ça te fait un carambolage. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Comment ils ont réussi à intégrer ça dans leur bagnole? Mais comment ils ont réussi à les installer, quoi? Comment? On voit même pas, on voit rien. Oh, merde! Et puis aussi, juste après, je crois, c'est t'as Jacob, qui a un équipement, il a une sorte de pistolet grappin. Il s'accroche. Tu vois, il se sert des câbles pour, tu vois, pour se balancer, pour se déplacer comme ça. Là, t'as Toretto qui lui court après. Enfin, lui, il est sur le toit des petites maisons comme ça. Il lui court après. Là, t'as Jacob qui se retrouve au niveau d'une fenêtre. Et là, t'as Toretto, clac, qui le chope, qui plonge en fait, qui le chope, il s'atterrisse, il passe la fenêtre et s'atterrisse dans une chambre. Là, il se fight. La scène de fight est pas ouf, quoi. Voilà. Ce qui est ouf, c'est que le plan où Jacob soulève Dom, le soulève par la taille. Forcément, il se retrouve plus haut. Et avec sa tête, derrière la tête, défonce le béton et atterrit sur un lit. Ça, pareil, on voit ça aussi dans l'annonce. Jacob soulève Dom comme ça par la taille, je claque. Et derrière la tête, je claque, il défonce
Il fonce le béton, il faut l'encadrer l'encadrement de la porte. Il atterrit sur un lit. Il y a que ça qui est impressionnant. Cette scène-là, sinon le reste de la scène de baston est pas ouf, quoi. C'est pas super bien filmé, c'est pas super bien branlé. C'est moins impressionnant que les scènes de baston qu'on voyait dans le 7 et le 8 déjà. Voilà. Il y a beaucoup, enfin il y a pas mal de scènes décevantes, peu mal branlées, de la facilité scénaristique et tout. Évidemment, je reconnais, voilà. Mais oui, oui, j'ai quand même adoré le film, évidemment. C'est un de mes Fast and Furious préférés. Et oui, évidemment. Je répète, mes préférés, c'est le 2, le 7, le 8 et le 9. Encore le 8 commence un peu à baisser, quoi. C'est plutôt le 2, le 7 et le 9, quoi, mes préférés. Le 8, le 9, j'ai adoré, mais tu vois, c'est un peu paradoxal de dire ça. J'ai adoré, et des scènes décevantes, quoi, des scènes dont je suis déçu. C'est pas parce que tu adores que tu trouves tout parfait, évidemment. Le retour de Han, qui a les cheveux courts maintenant, parce que dans Tokyo Drift 4, 5, 6, bon déjà ces 4 films-là sont réalisés par Justin Lin, qui revient pour réaliser le 9. Han avant avait les cheveux épais et longs, là maintenant il revient avec les cheveux courts, bon. Et bon, le fait qu'il soit vivant, j'ai pas tout compris. Je t'avoue que là honnêtement, le fait qu'il soit vivant, et que Monsieur Personne soit, comment il appelle, le l'as, le roi comment on dit, de la dissimulation, non? Pour, enfin, pour simuler la mort de Han dans Tokyo Drift, ça n'a aucun putain de sens. Mais non, parce qu'on voit des flashbacks où Han avait encore les cheveux longs. Bon, là, il a les cheveux courts, mais on voit des scènes où il avait encore les cheveux longs, comme dans Tokyo Drift 4, 5, 6. Voilà. Et on voit en fait, il était en contact avec Monsieur Personne, qui l'a aidé à simuler sa mort dans Tokyo Drift. Mais j'ai pas tout compris comment. Parce que dans Tokyo Drift, il meurt percuté par une bagnole, de base. Et dans sa Mazda orange et noir, vers la fin du film, on course poursuite avec Sean et Dike, le méchant. Et là, il se fait percuter par une Mercedes grise. Donc en fait, de base, dans Tokyo Drift, c'est un accident. Ensuite, dans la scène post-générique du 6, ils ont transformé ça en... En fait, c'est Jason Statham qui joue Descartes Shaw, qui bute Anne. Bon, déjà, c'est incohérent de base. Là, ça te rajoute encore une incohérence en disant que Anne était en contact avec Monsieur Personne, qu'il a aidé à, à simuler sa mort. J'ai dit dissimuler, mais c'est pas le mot, je suis trompé. C'est pas à dissimuler, justement, c'est à simuler sa mort face à Descartes Shaw. Mais non, mais ça n'a aucun putain de sens. C'est tout un bordel. Oh là 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 là. C'est tout un bordel, ça n'a aucun putain de sens. Le truc, ce qui est marrant aussi, bon, ce qui est drôle, c'est que, c'est que Fast and Furious Tokyo Drift, il se passe il est sorti en 2006, hein, il est sorti en 2006. Il se passe entre le 6 et le 7 dans l'histoire. Le truc, c'est que Tokyo Drift, qui est sorti en 2006, bon, il était tourné en 2005, il est sorti en 2006. Ensuite, là, on a le 9, qui est tourné en 2019, parce il est sorti en 2020, mais il était tourné en 2019, du coup. C'est 13 ans après, il a été tourné, du coup, 13 ans après après Tokyo Drift. 2006, 2019, c'est 13 ans après. C'est 13 ans après, en vrai, mais pas dans l'histoire. En vrai.
Le truc, c'est que Anne, l'acteur qui joue Anne, il a, le truc, c'est qu'il a quasiment pas vieilli, en fait. Entre Tokyo Drift, tu vois comment il est dans Tokyo Drift, dans Fast and Furious 9, la scène où il a les cheveux longs, enfin, là, les scènes, les flashbacks où il explique et tout comment il a fait, il a les cheveux longs, il est pas forcément, il est pas beaucoup plus vieux, quoi. Il a quasiment pas vieilli du coup, en 13 ans. Ça, c'est dingue. Le mec, il a quasiment pas vieilli, c'est abusé. Il y a quasiment aucune différence entre 2006, la sortie de Tokyo Drift, et le tournage du 9 en 2019, quoi. 13 ans. 2006, 2019, t'as 13 ans. Le mec, il a quasiment pas vieilli. À peine, même pas. Ça, c'est fort, ça. C'est pareil pour Miesel qui joue Dominique Toretto. Je parle depuis Fast and Furious 9, qui est sorti en 2009. Tu vois comment il est. Et là, le 9, tourné en 2019, donc tourné 10 ans après, bah, il est pas pris une ride non plus. Il est quasiment pas vieilli, Vin Diesel, depuis le 9. Depuis le 4, en 2009, pardon. Il est pas plus vieux, quoi. À peine, même pas. Tu vois, c'est dingue. C'est pas comme Paul Walker où ça se voyait quand même. Pas dans le 7. Bon, il est mort pendant le tournage du 7, mais dans le 7 où c'était lui qui jouait. Après, il est remplacé par ses frères et qui sont. Il est remplacé par ses frères après. Mais, enfin, même le 6, tu vois. Par rapport je sais pas, au 2, quoi. Ça se voit qu'il est plus vieux, sans déconner. Il a pas le même coup de cheveux, mais ça se voit qu'il est plus vieux. Tu regardes Vin Diesel et, et Anne, l'acteur qui joue Anne, Shang Kang, tous les deux depuis 10 ans, les mecs ils ont pas pris une ride, les acteurs. Ils ont pas pris une ride, c'est ouf. Fast and Furious Tokyo Drift, sorti en 2006. Donc c'est le troisième film sorti. T'as le 1 qui est sorti en 2001, le 2 en 2003, suite à Tokyo Drift en 2006. Donc c'est le troisième film fait, le troisième film sorti dans l'histoire. Tokyo Drift se passe entre le 6 et le 7. Ça, c'est comment ils ont raccordé ça avec la scène post-générique du 6. C'était pas prévu comme ça de base. Tu vois ce que je veux dire? Voilà. Parce qu'encore une fois, oui, dans Tokyo Drift, sorti en 2006, t'as une course-poursuite avec Anne qui essaie de rattraper Dicky, le méchant. Et là, Anne, il coupe la route une voiture, une Mercedes grise, qui le percute sur le côté. Après, la voiture de Anne se retourne, enfin, la Mercedes continue à avancer, la voiture de Anne se retourne, après elle prend feu, elle explose. Mais dans la scène post-générique du 6, ils ont complètement changé ça, scénaristiquement. En fait, on apprend en fait que c'est Jason Statham qui joue Descartes Shaw, qui conduisait la Mercedes et qui a foncé sur Anne pour le tuer, quoi. Pour se venger parce que Toretto, dans le 6, s'attaquait à son petit frère, comment il s'appelle? Luke Evans. Luke Evans qui joue Owen Shaw, voilà. Luke Evans qui joue Owen Shaw, le méchant du 6. T'as Statham qui appelle Toretto au téléphone, qui lui dit Dominique Toretto, tu me connais pas. Ça va pas tarder. Ensuite, la maison de Toretto pète. Parce que, parce que Descartes Shaw a fait livrer une bombe là-bas. Parce qu'au début du 7, t'as t'as Toretto qui reçoit un colis du Japon. C'est Mia qui lui dit Dom, t'as reçu un colis du Japon. Lui, il croit que c'est Anne. Parce que justement, il n'était pas encore mort à ce niveau-là. Ça se passe en même temps. Donc, Toretto, il croit que c'est Anne, parce qu'il croit que c'est marqué en japonais. Il dit oh, c'est Anne qui a livré un colis, tu vois. Pour faire un cadeau ou une surprise. En fait, c'était une bombe dedans. Donc, c'est Descartes Shaw, joué par Statham, qui a fait livrer un colis chez Toretto, pour faire péter le baraque et le tuer. Donc, t'as la baraque de Toretto qui pète, t'as la bagnole de Anne qui pète en même temps au Japon. C'est un peu. Je sais pas pourquoi ils ont.
Enfin, de base, c'était pas prévu, un truc de drift qui se passe comme ça. Et oui, ils ont regardé ça comme ça. Bon. Après, ce qu'ils en ont fait avec le 9, sur le retour de Anne, ça rajoute des incohérences pour rien. Ça se complique la vie, ça rajoute des incohérences pour rien. C'est le bordel avec le. Franchement, je t'avoue que j'ai pas tout compris dans le 9, hein, comment Anne a survécu à son accident. Physiquement, il n'aurait pas pu sortir de la bagnole avant qu'elle pète. En plus, s'il serait sorti de la bagnole, euh, des carottes chauds, le personnage de Statham, il aurait vu sortir. Donc il a sorti un flingue, il l'aurait battu. Ça n'a aucun putain de sens. La course-poursuite finale, avec le gros camion blindé, avec plusieurs remorques, le truc énorme, le gros mastodonte, le truc il est indestructible. Parce que t'as, je crois qu'il s'appelle Ellie, une amie de Anne, qui tire dessus à la tourelle. Elle est dans un véhicule militaire, sur le toit, et elle tire dessus à la tourelle. Et ça n'arrive même pas à transpercer la carrosserie du camion. Le bordel est littéralement indestructible. Ok. Ils n'ont pas l'idée de tirer sur les pneus, sans déconner. Parce que Dom, il dit, on peut pas le percer, on peut pas, vu qu'on peut pas le percer, faut le retourner et attaquer le châssis. Ils n'ont pas l'idée à la tourelle aucun personnage n'a l'idée de flinguer les pneus. Et oui, c'est bien des pneus, parce qu'on voit des gros plans où les pneus tournent. Oui, c'est bien des pneus, c'est pas des chenilles ou des chaînes comme sur les tanks. Non, non, c'est bien des pneus. Bon, ils sont très gros. Ils sont très gros et très larges. Mais un pneu, c'est un pneu, quoi. Un pneu, c'est moins solide que du métal. Vu que la carrosserie est indestructible, ils n'arrivent pas à le percer avec les tourelles, à défoncer le camion. Personne n'a l'idée de flinguer les pneus. Et je répète, oui, c'est des pneus. J'ai bien vu, c'est des pneus. On voit les plans rapprochés, des plans, des gros plans, quoi. Pardon, quand je parle, je perds mes mots parfois. On voit des gros plans où les pneus tournent. Donc c'est des pneus, c'est pas, on voit bien que c'est des pneus, c'est pas des chaînes ou des chenilles de tank. Là, d'accord. Mais non, oh, ils n'ont pas l'idée de flinguer les pneus, quoi, pour en ralentir. Mais continue de flinguer la carrosserie, quoi. Mais Dom dit, Dom dit, bon, on peut pas, vu qu'on peut pas le percer, on essaie de le retourner, de flinguer, d'attaquer le châssis. Bon. En plus, comment les personnages arrivent à parler en bagnole, à communiquer les uns les autres en bagnole, alors que oui, dans les précédents, en fait, à chaque fois que les personnages, en fait, ils parlaient avec des talkie-walkie. C'est aussi une marque de fabrique, un truc récurrent dans les Fast and Furious. C'est que les personnages enfin, parlent en bagnole, mais pour parler, ils ont à une main, ils tiennent le volant, et à une autre main, ils tiennent un téléphone, un talkie-walkie. Et ils en ont pas, donc ils ont sûrement des oreillettes, tu vois. Mais bon, ok, ils se parlent comme ça. Vu que Dom a une voiture bien puissante, il arrive à se mettre au niveau du camion, de la cabine. Et il dit, t'as Letty, je crois que c'est Letty, qui a une voiture moins puissante, qui n'arrive pas à rattraper Dom. Il lui dit, je peux pas te rattraper. Là, t'as Jacob qui dit, moi si. Donc il aide Dom, t'as le camion qui est là. T'as Jacob et Dom qui se mettent chacun d'un côté, tu vas essayer de bloquer un peu le camion. Mais comment Jacob, il a entendu? Jacob, de base, là, c'était leur ennemi. C'est l'ennemi de Dom. Donc comment il a entendu? Comment il a entendu Letty et Dom parler? Parce qu'il n'avait pas d'oreillette, lui, il n'avait pas d'oreillette, comment dire, synchronisée avec les leurs, quoi. Donc, ils arrivent à faire retourner le camion et tout. Et là, t'as Dom qui conduit le camion. Le camion, il a failli se retourner, il a failli tomber dans la falaise. T'as une sorte de petite falaise comme ça. Bon, le camion il est retourné, Dom il est dedans. Et juste à temps, il arrive à le refoutre sur les roues.
T'as le roue arrière qu'on fait se péter la gueule, le camion a failli tomber dans le ravin ou dans la falaise, je sais pas quoi. Et Toretto qui saute, qui roule, enfin, ça aussi c'est une récurrence dans Fast and Furious où Toretto saute de véhicule, il roule comme ça sur le béton. On a ça dans le 5, à la fin du 5, la course-poursuite finale avec les Dodge Buffalo, quand il tire le coffre de Reyes. On voit Dom saute de la bagnole. On a ça au début du 8. Voilà, la bagnole prend feu, il saute la course-poursuite au début du 8. T'as la bagnole qui s'enflamme et pareil, il saute. Là, il saute du camion. Donc c'est une récurrence de la saga, quoi. Toretto saute de véhicule en roulant. Si tu remarques bien, c'est un élément récurrent de la saga. Toretto, il roule sur le côté comme ça. Le mec n'a rien cassé, quoi. Il saute deux véhicules, il était sur la route, sur le béton. Le mec roule, tac, tac, tac. Il fait plusieurs roulés comme ça, le mec n'a rien cassé, quoi. Encore une fois, il est indestructible, en fait, Toretto. Il est indestructible à une force surhumaine, le mec. Donc c'est limite un film de science-fiction, en fait. Oui, je cite pas mal de choses, je critique et tout, mais ce qui m'a déçu, je répète, j'ai quand même adoré le film, quoi. Je peux répéter 40 fois que j'ai adoré le film. Je peux répéter 800 fois. C'est que c'est un peu plus ou moins du grand n'importe quoi. C'est ça la saga Fast and Furious. C'est devenu du grand n'importe quoi à partir du 6. Ça respecte de moins en moins la loi de la gravité. C'est de plus en plus what the fuck. Donc ça s'éloigne de plus en plus de la loi de la gravité et du réalisme. À partir du 6. Les 5 premiers, ça va encore. Voilà, les 5 premiers, ça va. C'est pas trop, c'était pas encore trop irréaliste. C'est à partir du 6 en fait, c'est du what the fuck du grand n'importe quoi. Dans le 6, c'était pas vraiment assumé. C'est pour ça que j'aime pas le 6. Que je disais plutôt que le 6 c'était une bouse. Moi, à partir du 7, c'est complètement assumé. 7, 8, Hobbs Show et 9, c'est complètement assumé. C'est complètement barré, complètement assumé. Ça respecte même pas la loi de la gravité, quoi. Enfin, pas la loi de la gravité, mais c'est trop dans la surenchère et l'irréalisme. C'est fait pour, c'est fait exprès. Donc j'ai dit, tout ce qui m'a déçu, je l'ai dit. Parce que j'adorais, j'ai dit que pour l'intro. Et toutes les scènes de flashback, on voit Dom et Jacob jeunes. J'ai adoré toutes ces scènes, ça j'ai déjà dit. Mais j'ai pas vraiment dit en fait ce que j'adorais. J'ai pas vraiment dit ce que j'adorais en fait à part ça. C'est le personnage de John Cena qui joue Jacob Toretto. J'ai adoré le personnage de John Cena. Il joue très bien. Il joue même plus que bien. Il est plutôt attachant et charismatique. Euh, la scène course-poursuite finale qui est énorme, avec le camion blindé, énorme. La scène en Afrique, où Toretto, enfin d'abord t'as Jacob qui essaie d'échapper à Toretto, en sautant dans la falaise, après il est rattrapé par l'avion aimant de Cipher. Toretto qui fait Tarzan avec la bagnole en réussissant à accrocher un câble au châssis avant, en faisant comme ça. L'ambiance générale du film, je trouvais ça plutôt bien. Même si le scénario est un petit peu bancal, voilà, j'ai quand même adoré. Après, je sais pas quelle est ma scène préférée du film, et laquelle j'aime le moins. J'ai pas encore réfléchi à ça. Alors, là, je crois que j'ai tout dit. Je crois que j'ai tout dit. J'ai dit le principal.
Je crois que j'ai tout dit. Attends, je réfléchis un petit peu. Ouais, j'ai tout dit, quoi. Ouais, j'ai tout dit. Enfin, j'ai plus grand chose à dire maintenant. Plutôt. Bon, ben, je crois que je vais te laisser ici. J'espère que tu as apprécié ma critique. Bon, c'était pas ouf ouf non plus. C'était pas. J'ai pas fait une critique de ouf non plus. Je conçois quand même. Parce que je suis pas du tout un expert en. Je suis pas du tout un expert en critique des films, loin loin de là. Donc c'est du début pour moi. Ça ira mieux avec le temps, évidemment. Donc le temps, l'expérience, comme dans tous les domaines de la vie, quoi. Évidemment. On peut pas être bon dès le début. On peut, mais c'est pas mon cas, quoi. J'espère que ça t'a plu quand même. J'espère que ça t'a plu quand même et que tu as kiffé le film aussi. Et moi, c'est un de mes Fast and Furious préférés. Vivement la suite. Oh putain, j'ai oublié de parler de la scène post-générique avec Jason Statham qui joue Descartes du show. Oh putain, j'ai aussi oublié. Merde. Non, j'ai aussi oublié la scène finale où ils sont en train de manger chez les Toretto. Et là, t'as Tom qui dit il reste encore une place vide. Et là, t'as Brian, enfin, t'as la Nissan GTR bleu qui se ramène et qui s'égare. Les vitres sont teintées dans la bagnole. Les vitres sont teintées pour pas qu'on voit que c'est un cascadeur, enfin un conducteur, à la place de Paul Walker. Et la scène post-générique avec Statham qui fait de la boxe. C'est une sorte de. Je sais pas si c'est un hangar ou je sais pas ce que c'est. Il fait de la boxe. Et en fait, dans le sac de frappe, il y a un mec. Évidemment, c'est faux, en vrai. Il frappe pas vraiment sur le mec, hein, c'est coupé. Il frappe sur le sac, après c'est coupé, le mec se fout dedans, après ouais, ils reprennent, évidemment. Il tape pas vraiment, donc si on bute le mec, en vrai. Non. Dans l'histoire, oui, il frappe le sac, il ouvre et t'as un type dedans. Je crois que c'est Otto, un des, euh, un des, euh, un des collègues de Jacob. Au final, Jacob se retourne contre lui. Mais je crois que c'est lui. Ah oui, le mec a la gueule complètement défoncée, je crois qu'il saigne des dents. Le mec saigne des dents et tout. Et il est, comment dire, il est amoché. On le reconnaît presque pas. Il est méconnaissable. Je crois que c'est lui, mais je suis pas sûr. Et on entend frapper à la porte. Donc Descartes y va. Il ouvre. C'est Anne. Putain, qui veut sûrement se venger ou je sais pas. Que Descartes a voulu le tuer. Et là, il fait une tête. Descartes chaud. Il fait une tête comme ça. La caméra qui est proche de lui comme ça là. Et là, il m'a fait penser à Nico Bellic, le personnage de GTA 4, le personnage principal de GTA 4. Parce que moi, j'ai toujours trouvé hein, que Nico Bellic ressemble à Jason Statham. Et là, quand il a sa tête comme ça, proche de la caméra, en plus il fait une gueule, il m'a fait très fortement penser à Nico Bellic. Putain. Et je crois que je ne suis pas le seul au monde à trouver que Jason Statham ressemble à Nico Bellic. Voilà, là, j'ai vraiment tout dit. Je pense, enfin, j'ai vraiment tout dit. J'ai dit, j'ai dit plus gros, quoi, je pense. Voilà, voilà, voilà. Je sais que ma critique n'était pas ouf, ouf. Évidemment, évidemment, il y a immensément mieux. Mais j'espère que ça t'a quand même plu, que tu as été d'accord avec mes propos. Voilà. Et je te dis salut et à la prochaine.